Nous allons rentrer maintenant dans le dur de la dernière table ronde qui est très ambitieuse sur la réindustrialisation de la France. On avait rajouté de l'Europe, mais globalement de la France. Donc je vais vous présenter Fabrice Bidot, debout, qui a animé et préparé cette table ronde avec ces messieurs-dames qui vont vous être présentés par la suite. Donc, INSA, Lyon, GMD 98, Fabrice Bidot. Mais il est super-héros. Comme quoi, l'INSA, on peut faire plein d'autres choses. Donc, tu pilotes des avions, tu fais quoi? Tu pilotes pas. Et il est expert en management industriel et en transformation d'entreprise. Il a fondé une société dont il est bien sûr le président, qui s'appelle Kin Solutions. Voilà. Donc, il a 25 ans d'expérience, il a l'air très jeune, mais 25 ans d'expérience, dont 20 ans dans le management stratégique, opérationnel et humain. Je vous rappelle ce qu'on a dit avant. Voilà. Et ce qu'il essaye de faire, c'est d'aider les dirigeants des PME et des ETI à résoudre durablement leurs problématiques opérationnelles, et il est le spécialiste de gestion de crise. Il est engagé dans un développement industriel et territorial au sein d'associations et de clusters régionaux. Il a travaillé chez Collins Aerospace et Zodiac Aerospace, super-héros probablement, et il s'est investi dans des actions locales pour favoriser l'insertion économique et le développement de territoires. La place à Fabrice Bidot. J'ai fait une erreur, j'ai dit... Ah non, c'est bon. C'est toi qui as bouché. Ah non. Il est allumé? Ouais, parfait. Allez, c'est parti. On va commencer avec quelques chiffres. Avant que je vous présente les différents intervenants. Donc, pour situer là d'où on part et d'où on va vous parler. En 1970, l'industrie manufacturière française représentait une part importante du PIB national, autour de 20%. Et ça représentait 36% des emplois. Et désormais, on est autour de 10% du PIB et environ 12% des emplois. Là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est que la France est le pays européen hors Royaume-Uni qui s'est le plus désindustrialisé. Dans une note de 2021, le Conseil d'analyse économique estime que les responsables de la désindustrialisation française, et on va en parler, sont la chute de sa productivité, la transformation de la consommation, et on va parler un peu consommation, on ne va pas parler que production, mais aussi donc mutation de son offre vers plutôt les services que les produits. Et ce n'est pas vraiment la compétition internationale qui nous a fait passer qui a fait ce changement-là. Les groupes régionaux INSA ont eux aussi travaillé sur le sujet ces derniers mois, et comme pour les précédentes tables rondes, leur analyse vous sera partagée après le symposium. Et je pense que peut-être l'atelier qui a eu lieu tout à l'heure aussi, ça sera partagé, les résultats du travail. Ok, voilà. Il y a eu un atelier en simultané de la table ronde intelligence artificielle. Donc on est dans ce constat de décroissance, en tout cas de l'industrie manufacturière. Pourtant, on nous explique depuis quelques années, et vous l'avez entendu, qu'il faut réindustrialiser le pays. Et cette renaissance industrielle, elle fait même étonnamment l'objet d'un rare consensus transpartisan qui transcende quasiment tous les clivages politiques. On ne va pas être non plus définitif. Alors, quelle est la perspective de cette réindustrialisation? Comment redonner à l'industrie française une place centrale? Quels leviers actionner pour surmonter les obstacles? Et enfin, quel rôle peuvent jouer les ingénieurs dans cette dynamique? C'est autant de questions que nous allons aborder cet après-midi avec nos 4 invités. Alors, laissez-moi vous les présenter. Anna Alves, bonjour. Vous êtes actuellement directrice des fabrications externes chez Louis Vuitton, après avoir passé 21 ans chez Sanofi, où vous avez dirigé des projets stratégiques, géré des sites industriels majeurs et piloté des initiatives d'innovation. Vous avez été la femme de l'année 2023 des Trophées des femmes de l'industrie. Vous êtes diplômée de l'INSA Lyon. Bienvenue. Benjamin Brice, vous êtes docteur en sciences politiques
de l'École des hautes études en sciences sociales. Actuellement chercheur associé au Centre Thucydide de Paris 2, Panthéon-Assas. Vous êtes un essayiste engagé dans l'analyse des mutations économiques et sociales de la France, donc ça tombe bien, des dynamiques internationales et plus largement des défis socio-économiques contemporains. À souligner que vous avez écrit La sobriété gagnante en 2022 et un autre ouvrage qui s'appelle L'impasse de la compétitivité en 2023, trouvable dans les bonnes librairies. Olivier Dufour, vous avez un parcours de 30 ans dans l'industrie et les relations institutionnelles. Vous avez un vécu qui passe par les fermetures d'usines, des projets de maintien, des projets de revitalisation de sites, des projets d'implantation. En 2020, vous avez cofondé Verkor, qui est un fabricant de batteries lithium-ion, avec une gigafactory à Dunkerque, dont vous avez peut-être entendu parler. Et en 2025, donc plus proche de nous, vous venez de lancer Bialp, dont l'ambition n'est pas moins que de créer le champion européen des smartphones. On en reparlera. Vous êtes passionné par les relations interpersonnelles et vous avez votre propre structure de coaching. Bienvenue. Thomas Eticia, vous êtes directeur exécutif chez Ancoris. Vous accompagnez les territoires français pour accroître leur attractivité et favoriser l'implantation durable des projets industriels. Vous avez notamment participé au développement du programme national donc Rebond industriel, qui est piloté par l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et BPI France. Vous avez aussi, comme les autres, une solide expérience acquise auprès des industriels. Bienvenue à vous également. Je vais enchaîner. Donc on va commencer par ce sujet-là, à quoi sert la réindustrialisation. On a vu en introduction que la France a été industrialisée, qu'elle ne l'est plus vraiment, en tout cas beaucoup moins. Mais alors cette réindustrialisation, comme on l'a dit, qui est appelée par, qu'on appelle de nos voeux, qui est souhaitée, à quoi elle sert? À quoi sert-elle? Donc Benjamin, on va commencer par vous. Vous analysez cela depuis plusieurs années maintenant. Quels sont les principaux enjeux qui justifient la réindustrialisation de la France? Alors, ça marche. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, pour répondre tout de suite à la question, ce qui est intéressant avec la question de la réindustrialisation, c'est qu'en fait, c'est très multifactoriel et ça croise beaucoup d'enjeux politiques différents. Il y a un enjeu de souveraineté dont on a beaucoup entendu parler après le Covid, avec notre dépendance matérielle très importante et dans une situation géopolitique tendue avec une remise en cause des chaînes d'approvisionnement, eh bien, il y a des besoins de résilience qui font qu'il y a une demande de réindustrialisation. Il y a un enjeu écologique. Le fait de produire sur le territoire national a en général un impact écologique moindre. C'est moins de transport. C'est une une énergie plus décarbonée et c'est également des normes environnementales plus importantes, en tout cas plus protectrices. Et également, c'est une autre manière de consommer parce que les délocalisations ont permis d'avoir une main-d'œuvre beaucoup moins chère et beaucoup plus de produits. Relocaliser, c'est forcément revoir la manière dont on consomme. Il y a un enjeu économique. La balance commerciale de la France depuis 20 ans ne fait que être de plus en plus déficitaire. Nous sommes aujourd'hui à plus de 100 milliards de déficit sur la balance commerciale, soit près de 4 points de PIB. Donc il y a un enjeu très important économique à la réindustrialisation. Et le dernier enjeu est, disons, social ou géographique. C'est la question de la création d'emplois. Beaucoup d'emplois ont été détruits avec la désindustrialisation et d'équilibre entre territoires. Et juste pour donner un ordre de grandeur, d'après l'INSEE, 1 milliard de valeur ajoutée en plus dans l'industrie en France. C'est la création en moyenne, bien sûr, de 24 000 emplois. Et c'est de moindre émission à l'échelle mondiale de CO2 d'environ 750 000 tonnes. Anna Alves, pour Sanofi, vous avez piloté des usines de vaccins et de médicaments en France. Pour LVMH, vous gérez des productions en France. Donc, dans ces secteurs du luxe et de la pharmacie, c'est quoi les raisons de maintenir une production nationale, locale?
Alors bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais parler de ce que je connais, donc c'est la pharma beaucoup et le luxe un peu, puisque je découvre ce secteur-là depuis quelques mois maintenant. Et puis partager aussi mes 25 ans passés dans l'industrie. Pour moi, il y a 3 raisons principales de maintenir une production en France. Les enjeux de souveraineté, tu l'évoquais Benjamin, un sujet autour des compétences, et puis, alors plus spécifiquement en lien avec l'industrie du luxe, l'aura du Made in France, qu'il ne faut pas qu'on néglige. Sur les aspects souveraineté, donc évidemment conserver une capacité de production en France, c'est garantir l'accès aux produits. Donc on l'a connu hier évidemment dans le cadre de la crise Covid avec cet engouement autour des vaccins et des médicaments. On le connaît aujourd'hui notamment autour des sujets sur l'armement. Tout le monde s'étonne qu'on ait plus de capacité de production dans l'armement en France aujourd'hui. Demain, qui sait, ce sera fonction de la prochaine crise malheureusement. Donc évidemment, l'industrie, c'est un secteur qui est stratégique et crucial pour la France. Ensuite, sur le sujet des compétences, on a un écosystème en France autour de l'innovation et de la recherche qui est extrêmement riche, notamment avec plusieurs centaines de laboratoires de recherche médicale. On a des universités, on a des grandes écoles. On est aujourd'hui à l'INSA, dans ce symposium de l'INSA, et on fait partie de ces grandes écoles, évidemment. Et puis environ 1 million de jeunes qui sont formés chaque année dans les sciences, quel que soit le niveau. Donc on a vraiment un terrain qui est extrêmement riche en termes de compétences sur lequel on peut s'appuyer et dont on fait tous partie ici dans cette salle. Et puis autour du luxe, on a évidemment une très longue tradition du savoir-faire et des métiers d'art en France, avec plusieurs dizaines de millions de gens qui travaillent dans le luxe aujourd'hui, que ce soit pour des grands groupes ou pour des milliers d'entreprises familiales, donc un vrai savoir-faire installé. Et puis l'aura du Made in France, donc parce que la France, ça reste le berceau du luxe et de la mode, notamment avec la naissance de la haute couture. Si on prend une maison comme Chanel, par exemple, dans les années 30, il y avait déjà 5000 ouvriers et ouvrières qui travaillaient pour la maison Chanel. Donc on a une longue tradition de l'industrie dans le luxe. Et puis, évidemment, il y a toute la dimension culturelle de l'objet. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, un créateur qui démarre en France, il vend d'abord ses produits à l'étranger avant de les vendre en France, ce qui est très atypique pour les gens qui sont dans l'entrepreneuriat en France. En général, on essaye de toucher l'écosystème local avant d'aller chercher de l'exportation. C'est complètement l'inverse dans le luxe et toutes les entreprises qui travaillent dans le luxe font à minima 90% de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Donc il ne faut pas qu'on néglige cette force-là, c'est un atout considérable qu'on a. Merci. Thomas et Ticia, avec Ancoris, vous accompagnez une centaine, je crois ce que vous m'avez dit, de territoires en métropole. L'idée, c'est de favoriser l'implantation de projets industriels. Et donc, pour ces territoires, ces communautés de communes, ces zones locales, quel est l'intérêt d'une réindustrialisation à leur échelle ? C'est vrai qu'on assiste. Ça devrait marcher. Oui, donc c'est vrai qu'on assiste quand même à un retour en grâce de l'industrie. Quand j'ai commencé à travailler chez Ancoris en 2017, ce qu'on nous demandait d'aller chercher comme entreprise, c'était surtout des startups. On était en pleine phase Startup Nation. C'est ce qu'on nous demandait, du numérique, des petites startups. Aujourd'hui, je dirais depuis 3 ans, l'accent est mis sur l'industrie. Les territoires, quels qu'ils soient, recherchent de l'activité industrielle. C'est assez logique parce qu'au-delà des questions de souveraineté, on voit aussi qu'il y a des impacts très concrets sur les territoires. L'emploi, évidemment. Parce que l'industrie crée toujours de l'emploi. Certes, on parle d'automatisation, de l'IA, qui réduit peut-être l'intensité en termes d'emploi des activités, mais tout de même, on note que l'industrie est un facteur de création d'emplois très fort, notamment des emplois qui peuvent être qualifiés, moins qualifiés. Donc ça aussi, c'est important pour la politique sociale d'un territoire, de pouvoir accueillir de l'activité industrielle. Au-delà de l'emploi, ce qu'on remarque, c'est qu'une implantation industrielle nouvelle va avoir des conséquences sur tout l'écosystème économique d'un territoire. Je vais vous prendre un exemple. Quand je vous demande à quelle ville vous pensez quand je parle d'industrie aéronautique, vous allez peut-être me dire Toulouse. Mais au-delà de Toulouse, il y a peut-être l'Ariège, auquel on pense moins. Un territoire qui a un très riche écosystème en aéronautique, parce que justement, ce territoire qui est très bien connecté à Toulouse peut bénéficier de la proximité de grands donneurs d'ordre et donc développer une riche industrie industrielle, et notamment en sous-traitance. Évidemment, au-delà des impacts en matière d'emploi, en matière d'économie, il y a des recettes fiscales. Une implantation industrielle, forcément, ça va générer des recettes pour la collectivité qui va pouvoir financer des écoles, l'ouverture de crèches, l'ouverture de nouvelles infrastructures. Et là aussi, ça va compter pour justement les collectivités locales d'avoir des entreprises qui sont fortement ancrées,
qui sont en connexion avec les autres activités du territoire pour, encore une fois, avoir de l'emploi durable. Ok, merci. Olivier, donc, on l'a vu, réduire les inégalités, développer le territoire, participer à la transition écologique, qu'est-ce qui a été dit, engagement sociétal. Donc, tout ça, il y a tout ça dans l'entrepreneur qui veut réindustrialiser, toute cette vocation-là. Et est-ce que c'est ça qui est à la base de Vercors et puis désormais de Bialp? Oui, tout à fait. Alors ces sujets, moi, ils me touchent depuis longtemps. Ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie. Tu as dit, j'ai vu des usines se fermer, Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, la Cantinière qui pleure, réaccompagner un territoire qui se revitalise, une usine comme Saint-Jean-de-Maurienne, d'aluminium, qui a failli fermer. On voit Saint-Jean-de-Maurienne qui dépérit pendant des années, puis qui repart, qui refleurit juste après le deal qu'on a fait en 2013. Et là, Dunkerque, Vercors qui s'installe, et Dunkerque, c'est the place to be en ce moment pour aller faire du kite et travailler dans l'industrie. Donc ces aspects-là, en tant qu'entrepreneur, moi je pense que la réindustrialisation, il y avait un reportage très intéressant sur France 5 sur les coupables de la réindustrialisation. Ils n'ont pas parlé tellement des entreprises, à part pour tailler des croupières à Serge Turuc qui avait lancé le Fabless, l'industrie sans usine. Mais c'est clair qu'en tant qu'industriel, on a une responsabilité sociétale. Pourquoi ? Parce que déjà, l'usine, c'est aujourd'hui l'un des seuls centres communautaires où plusieurs personnes se côtoient réellement. Si vous regardez les services, les banques, etc., c'est un petit peu homogène, tout le monde ressemble un peu à la même chose, il y a plus ou moins de femmes, etc. Mais l'usine, il y a des ingénieurs, il y a des commerciaux, il y a des gens qui travaillent sur le shop floor, il y a de la maintenance, il y a plein de métiers qui sont représentés. En fait, avant, on passait de l'école à l'usine, ou de l'école à l'armée à l'usine, et on apprenait à vivre ensemble, ce qui est ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il faut réapprendre à vivre ensemble aussi dans l'usine, et du coup, ça, c'est l'entrepreneur qui doit lancer ça, et qui doit porter ça, c'est notre responsabilité. On ne fait pas d'usine sans écologie aujourd'hui. Tu ne fais pas d'écolo, tu n'as pas ton permis d'opérer. Il y a la souveraineté qui revient très fort et c'est vraiment très bien, mais est-ce que ça donne un sens de faire un véhicule électrique si 40% de la valeur de ce véhicule est fabriquée en Chine? Donc il fallait refaire des batteries. Pareil pour le smartphone. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'IA et du cloud souverain alors que le smartphone sur lequel tu mets toutes tes données, ça part direct aux États-Unis ou en Chine? Donc ça donne du sens bien sûr pour tous ces aspects, mais au-delà de ça, on a besoin de recréer une société. Et moi je vous invite à lire un article de Michael Porter qui date de 2011, qui parle du partage de valeur et de recréer de la valeur partagée. On fait ça en faisant 3 choses. Produire des produits qui répondent aux besoins sociétaux, faire des supply chains maîtrisés avec de la traçabilité qui respecte l'environnement et déployer des clusters économiques locaux. Et en fait, c'est ça la création de la valeur partagée. Et ce qui est bon pour la société, c'est aussi bon pour la société, la compagnie, puisqu'en fait, en faisant ça, on gagne aussi plus d'argent. Voilà. Donc tout le monde y gagne. Merci, donc on est assez en lien avec ce qu'on a pu entendre ce matin, pour être très honnête, et puis même en début d'après-midi. Donc on va enchaîner sur la deuxième partie, c'est-à-dire en fait ce qui est affiché là-haut, c'est les obstacles. On s'est posé la question de à quoi ça sert et pourquoi il faut réindustrialiser. On l'a vu, c'est multifactoriel, multi-intérêt. Et en fait, une fois qu'on a dit ça, on est face à un constat, c'est qu'on est techniquement en phase de recul de notre industrie. Vous avez vu les chiffres tout à l'heure, mais le nombre d'entreprises industrielles est inférieur à celui de 1974 en France. Et d'ailleurs, en 2024 et toujours en 2025 même, on ferme plus d'usines que l'on en ouvre. Alors donc, c'est intéressant de se poser la question de, du coup, on veut aller là-bas, mais qu'est-ce qui bloque ? Peut-être Benjamin, on entend souvent, on va l'adresser tout de suite là, qu'on a un problème de compétitivité. Alors, est-ce que c'est cela l'obstacle principal et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Il me semble que la question de la compétitivité est une question réelle. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle L'impasse de la compétitivité, qui est forcément un titre relativement provoquant, parce que quand on pense réindustrialisation aujourd'hui, en tout cas au niveau du gouvernement, etc., on pense toujours dans une optique de compétitivité. Ce que j'essaye de dire, mais je veux dire c'est mon point de vue personnel, c'est que je crois que dans cette optique de compétitivité ou dans cette obsession de la compétitivité,
nous n'arriverons pas à réindustrialiser le pays. Il faut bien sûr tâcher d'être compétitif, sans doute automatiser, innover, etc. Ça, ce sont des nécessités. Mais vouloir entrer en compétition dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, je crois, sera toujours défavorable à l'industrie française et même peut-être demain européenne. Il y a une tribune qui a été publiée dans les Échos récemment, disant qu'en gros, par rapport au prix français, les prix des produits chinois à qualité égale sont inférieurs en prix de 30 à 40%. En termes de compétitivité, nous sommes déjà, disons, très loin derrière. Parmi les raisons par rapport à notre retard de compétitivité par rapport à la Chine ou parfois les États-Unis, etc., nous ne produisons pas de gaz et de pétrole, le coût de l'énergie est plus élevé. Nous avons un État-providence qui est beaucoup plus développé, ce qui pèse sur le coût du travail ainsi que le vieillissement de la population, et des normes environnementales plus strictes. Donc en gros, si on veut être plus compétitif par rapport aux autres pays, il va falloir détricoter tout ça. Ça me paraît impossible politiquement et pas forcément désirable. Et à côté de ça, les normes de la mondialisation qu'on a connues, libre-échange, marché non faussé, etc., sont de plus en plus remises en cause. C'est-à-dire que du côté de la Chine, il y a beaucoup moins de contraintes pour aider les entreprises, pour écouler les surplus, pour conquérir des marchés, etc., qu'au niveau européen, où les règles sont beaucoup plus strictes. Et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, Donald Trump n'hésite pas à tordre le bras de ses partenaires ou de ses rivaux, grâce à la puissance américaine, pour, disons, réindustrialiser, par exemple. Donc, dans cette optique de compétitivité qui a été dominante depuis les années 80, je crois que nous sommes perdants et que c'est pour ça qu'il va falloir aller au-delà de cette obsession de la compétitivité. Alors, Olivier va boire un coup et puis après... Non, c'est bon. Donc, Olivier, pour compléter le tableau de ces obstacles et de ce à quoi on se retrouve confronté, vous me disiez néanmoins plutôt voir le verre à moitié plein, mais vous évoquez quand même un problème d'accès aux capitaux pour les startups industrielles. Oui, en fait, le problème de la désindustrialisation, c'est que les sociétés ont oublié qu'il fallait aussi investir dans l'industrie. Et on a beaucoup investi, il y a beaucoup de fonds qui se tournent vers le digital. Dans le digital, il y a des cycles très courts. Vous développez un produit pour 10 000 €, vous le mettez sur le marché, vous faites un chiffre d'affaires et derrière, vous pouvez convaincre un investisseur de mettre quelques millions d'euros. En industrie, c'est des cycles longs. Il faut 3 ans pour monter une usine. Vous aurez de la rentabilité dans 5-7 ans. Et en plus, vous demandez non pas 2 ou 3 millions, mais 200 ou 300 millions d'euros à vos investisseurs. Et donc, en termes de compétitivité sur le financement par rapport à des startups de la tech. Et donc, on a complètement oublié tout ça. Et il n'y a aucun avantage, en fait, que l'on donne aux investisseurs qui font sur du temps long. Et ça, c'est vraiment un problème. Faites un exemple. Allez voir un banquier ou un investisseur et prononcez le mot hardware et juste regardez son visage. Ok. Anna, vous par contre, pour implanter une usine de vaccins à Neuville, vous avez eu du soutien. Alors, c'était quoi la recette pourquoi ? Qui ? Comment ? Quelle contrepartie ? Alors, juste pour expliquer un peu ce projet, donc l'objectif du projet, c'était de construire 2 nouvelles unités de production, une à Neuville-sur-Saône, donc dans le nord de Lyon, et une à Singapour, donc 2 usines jumelles, pour un budget global d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Donc oui, l'industrie de process est extrêmement capitalistique. Et puis, il y avait une ambition aussi derrière ce projet d'innovation avec des usines agiles, flexibles, digitalisées, proches de la neutralité carbone et capables de fabriquer 3 à 4 vaccins simultanément, dont les vaccins issus de la plateforme ARN de messager de Sanofi. Et vous savez qu'on avait raté à l'époque le coche du Covid. Et donc fabriquer plusieurs vaccins en même temps, c'est assez révolutionnaire puisque traditionnellement dans l'industrie pharma, vous avez un produit égale un procédé égale un bâtiment. Ce qui fait que vous avez des campus immenses avec plusieurs bâtiments. Vous prenez Marcy-l'Étoile qui n'est pas très loin d'ici pour ceux qui connaissent, qui est le plus gros site Sanofi vaccin dans le monde. Et il y a plus d'une centaine de bâtiments sur ce site. Et quand un bâtiment fabrique un vaccin contre la grippe, il ne peut pas fabriquer un vaccin contre la diphtérie. Et ces projets, c'est effectivement des projets, comme tu le disais Olivier, qui sont extrêmement longs. En général, il nous faut 5 à 6 ans pour sortir un bâtiment de terre. Et là, on a réussi à le faire en 2 ans, ce qui était un enjeu incroyable qu'on a réussi à relever. Alors évidemment, pour faire ça,
On a été accompagné par l'État, donc cet investissement il a été fait aussi post-crise Covid, donc toujours en réaction à ces situations de crise, l'État se réveille et il se dit il faut qu'on fasse quelque chose, et évidemment pour être en capacité de pouvoir apporter une réponse rapide en cas de pandémie. Et donc le soutien qu'on a reçu de l'État français, il était évidemment conditionné alors à de la création d'emplois, on parlait d'emplois directs, indirects, de la montée en compétences sur des sujets comme les biotechnologies, comme le digital, qui sont des sujets clés. Et puis évidemment de la mise à disposition de doses en cas de pandémie, puisque la question n'est pas est-ce qu'on aura une autre pandémie, mais quand est-ce qu'elle va arriver. Et ça, il faut qu'on l'ait bien tous en tête. Thomas et Tessia, pour s'implanter, enfin pour une usine, pour qu'elle s'implante, il lui faut un territoire qui la reçoive, et il faut un terrain. Et est-ce qu'il y a un problème de foncier pour les projets de réindustrialisation? Et quel est l'impact du ZAN, du zéro artificialisation nette? On y va, on crève tous les abcès. Effectivement, il y a un sujet foncier. Il y a un sujet foncier parce qu'il y a toujours des projets industriels, il y a toujours des projets d'implantation. C'est vrai qu'on parle beaucoup des fermetures d'usines, on parle un peu moins quand même de tous les projets qui sont toujours là à rechercher des solutions d'accueil. Nous, on va traiter à peu près 1500 projets par an, des projets industriels qui recherchent des zones pour atterrir. En 2024, on a vu une forte chute quand même du nombre de projets d'implantation, moins 17%, c'est énorme. Mais ça laisse quand même des centaines de dirigeants, des centaines d'industriels qui recherchent des lieux pour s'implanter. Alors maintenant, quand on demande quels sont les principaux freins à l'implantation, les collectivités nous disent toujours le foncier. C'est le premier point. On a fait un baromètre de l'attractivité l'année dernière. On a demandé aux collectivités de classer justement les différents freins à l'implantation. 64% des collectivités nous disaient la rareté du foncier est le principal frein. C'est assez logique. En fait, il n'y a pas de projet sans lieu d'implantation. C'est normal. Maintenant, tous les fonciers ne se valent pas. Je vais vous prendre un exemple. Je suis intervenu dans le Grand Est. C'est un territoire qui voulait développer une zone d'activité industrielle et qui nous a dit on y croit, c'est sûr, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'on a des hectares et des hectares de fonciers disponibles et on a aussi une gare TGV au milieu de ces fonciers. Sauf qu'ils ne sont pas viabilisés. C'est très vallonné. Il n'y a aucune route desserte nationale pour pouvoir avoir des flux logistiques. Les deux principales villes sont à 30 minutes chacune, donc pour faire venir des salariés, c'est un peu compliqué. Donc certes, il y a du terrain, mais ce n'est pas du terrain qui va intéresser un industriel. Donc maintenant, quand on s'intéresse aux fonciers qui sont restants, qui sont vraiment intéressants, qui sont bien connectés, qui sont proches des zones d'activité, là, on voit qu'il y a un manque et vient se rajouter effectivement le ZAN. Alors attention, dans tous les cas, quoi qu'il arrive par rapport à cette loi, on va avoir un enjeu de sobriété foncière. On a un enjeu de préserver les terrains agricoles, les espaces naturels. Donc la loi qui demande en fait de réduire la consommation foncière ou de renaturer va avoir un impact, mais avec ou sans elle, on va avoir un besoin de travailler sur l'existant et de valoriser les terrains qui sont déjà à disponibilité. Donc c'est pas simple, parce que ça va impliquer justement de travailler sur des terrains qui sont déjà disponibles, mais en friche, donc avec des enjeux de dépollution, ça peut être très long, et la temporalité de la collectivité n'est pas toujours la temporalité de l'entreprise, qui recherche une solution immédiate, disponible, avec les autorisations qui sont déjà en place pour pouvoir avancer sur la construction. Ça nécessite aussi de cartographier l'ensemble des terrains disponibles sur un territoire, parfois de les repérer à l'échelle de la parcelle, les terrains d'un industriel qui fait de la réserve foncière. Donc, ça veut dire qu'il a un espace qui est disponible, qui n'est pas utilisé. Ça amène des négociations entre la collectivité et l'industriel en question. Donc, quand on prend tous ces facteurs en compte, on comprend bien qu'il y a un enjeu fort sur le foncier. Et ça, c'est un travail qui va se faire entre l'industriel, qui va aussi devoir optimiser ses projets, travailler sur la verticalisation quand c'est possible, revoir les process pour que ça prenne moins de place, et la collectivité qui, elle, doit faire son travail de préparer le terrain. Et encore une fois, quand je dis préparer le terrain, c'est viabiliser, c'est repérer, c'est avancer sur les études archéo, par exemple, avancer sur la dépollution, pour qu'encore une fois, la temporalité de l'industriel corresponde à la temporalité du territoire. Oui, et puis sur le ZAN, pas de jugement de valeur. On l'a vu ce matin, il faut faire avec toutes les contraintes. Là, on est en train de parler d'obstacles sans dire, enfin de contraintes en tout cas. Et pas de jugement de valeur. On l'a vu ce matin, il faut faire avec. On doit concilier pas mal de choses. Et Olivier, je reviens vers vous. Il y a le ZAN dont vient de parler Thomas, et puis il y a toutes ces autres régulations, législations, réglementations auxquelles on doit faire face et auxquelles vous avez fait face.
desquels on pourrait parler là entre nous. Alors, est-ce que vous avez 4 heures pour lister tous les défis environnementaux, fiscaux, sociaux, etc. auxquels on fait face quand on veut implanter une usine, celle de Vercors, on cherchait un terrain de 150 hectares, connecté rail, libéré de toutes les études, avec 250 mégawatts de puissance disponible, donc ça se trouve pas sous le fer d'un cheval. Mais effectivement, après, on a fait tout le processus, et je vous dis pas le dossier environnemental de l'usine de Vercors, je pense qu'il est haut comme ça, hein. C'est 9000 pages, 10 000 pages, c'est compliqué. Mais au lieu de rentrer sur un dossier, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une logorée réglementaire en Europe, qui est d'ailleurs principalement le fait de l'Union européenne. 80% des lois que l'on a en France, c'est l'Union européenne, alors qu'il y a une relative stabilité dans le reste du monde, ce qui fait que quand nos collègues HSE viennent du monde entier en France et qui prennent leurs fonctions dans nos usines, en fait, le premier mot qui vient, c'est indigestion. Ils s'y retrouvent pas. C'est vraiment compliqué. Et en fait, il faudrait quelque part faire un gel réglementaire, parce que la difficulté de ça, c'est qu'il y a des très bonnes législations qui sont vraiment très bien pour le climat, pour la planète, qui ont un effet pervers, c'est que du coup, ça gèle les projets. Je regarde dans l'aluminium, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les sujets du paquet énergie-climat, la mise en place des quotas carbone. C'est vraiment une bonne chose qu'on ait un permis d'émettre, donc fondamentalement c'est bien, mais la réalité c'est que ça a gelé en fait toute la croissance de l'aluminium en Europe, et en même temps c'est la Chine qui a accéléré. Or, une tonne produite en France d'aluminium, c'est 2 tonnes de CO2. Une tonne d'aluminium produite en Chine, c'est 16 tonnes de CO2. Et donc on importe aujourd'hui de l'aluminium qui a 8 fois l'empreinte carbone que celle qu'on aurait eue si on l'avait produite localement. Ça change un petit peu. Il y a vraiment eu la loi Industrie verte là, avec Roland Lescure, Agnès Pannier-Runacher. Là, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui se passe à ce niveau-là pour simplifier, mais il y a eu quelques simplifications. Et tout de suite, on voit des projets revenir comme sur les Méthoras, là, à Lac ou à La Rochelle. On va refaire des usines, non pas d'extraction minière, mais de recyclage de métaux rares. Et ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles, et on n'avait pas eu comme ça depuis pas mal d'années. Il y a des contraintes, ça, on l'a bien compris. On a fait un bon tour, non exhaustif, c'est sûr, comme il a été dit, on pourrait y passer des heures, mais sur ce qu'on vient de dire, et puis peut-être même au-delà, quelles sont les pistes alors? C'est quoi les leviers possibles? Benjamin, on vient de le voir donc au travers de Thomas et Olivier et des normes et règlements, il y a des obstacles européens, de ce que je comprends. Est-ce que c'est là où doivent se trouver les solutions aussi? Vous me parliez en préparation de mutualiser les efforts européens pour soutenir la réindustrialisation au niveau européen puis même nationaux, plutôt que d'être en compétition au sein de l'Europe. Vaste sujet. Vaste sujet, oui. Donc effectivement, au niveau européen, il y a... la difficulté de l'Union européenne, c'est qu'effectivement, au niveau européen, il y a beaucoup de normes qui sont mises en place, et ensuite, aux différentes nations de se dépatouiller avec ça, sachant que globalement, on aurait quand même un intérêt commun entre Européens à, disons, avoir des politiques industrielles au moins coordonnées vis-à-vis du reste du monde. Et la construction européenne, en tout cas telle qu'elle a été faite, a sans doute très bien permis de mettre les différents pays européens en concurrence les uns avec les autres, en baissant au maximum les barrières, mais pas forcément de, disons, défendre nos intérêts communs vis-à-vis du reste du monde. Ce qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui, et on ne sait pas toujours comment s'en sortir. Donc oui, au niveau européen, il faudrait sans doute assouplir les règles de la concurrence au sein de l'Europe, permettre aux pays qui veulent se réindustrialiser de donner des aides, etc. Et surtout, de renforcer les frontières vis-à-vis du reste du monde. La question des taxes carbone aux frontières, etc. Est bien sûr indispensable à terme si on veut avoir des possibilités de réindustrialisation en Europe. En Europe, par exemple, il y a eu l'interdiction du moteur thermique d'ici 2035, qui peut tout à fait se justifier par le fait que de toute façon, le pétrole est importé en Europe et en plus de ça, il y a tous les problèmes écologiques. Mais quand on fixe ce type de normes sans derrière se mettre en place des politiques industrielles et des politiques sociales qui vont rendre ça acceptable
et, je veux dire, bénéfique pour l'industrie européenne, on se retrouve dans la situation actuelle avec socialement ça coince et donc de plus en plus de mouvements contre cet horizon, et de l'autre côté, l'envahissement du marché européen par les véhicules électriques chinois. Ce qu'il faut quand même bien comprendre avant de mettre tous nos espoirs au niveau européen, c'est qu'entre les principaux pays européens, il y a des intérêts totalement divergents. Et quand on prend la France et l'Allemagne, c'est vraiment flagrant. La France est en très fort déficit commercial depuis longtemps. L'Allemagne est en très fort excédent commercial depuis longtemps. En 2000, la France et l'Allemagne étaient à peu près au même niveau à l'équilibre en termes de position extérieure nette. C'est en gros l'endettement vis-à-vis du reste du monde. Tous les deux étaient à peu près à 0% du PIB. Aujourd'hui, l'Allemagne est montée à plus 70% de son PIB. Avec tous les excédents qu'elle a engrangés, elle s'est enrichie vis-à-vis du reste du monde. La France est à peu près à moins 30% du PIB parce qu'elle a eu la trajectoire inverse. Ce qui fait que la France demande en permanence des protections, des barrières, des géants industriels européens. L'Allemagne, au contraire, veut absolument garder ouverts les marchés américains et chinois et les possibilités de libre-échange à travers le monde. Je crois que les choses sont en train de changer parce que la mondialisation change de visage, les rapports de force reprennent de l'importance et l'Allemagne voit bien que son modèle est de plus en plus obsolète, mais il ne faut pas rêver, c'est-à-dire dans les années à venir, je ne crois pas que l'Allemagne va faire un virage à 180 degrés et aller complètement sur les positions françaises, ce pourquoi il est aussi important dès maintenant au niveau français d'être capable de mener des politiques publiques en faveur de la réindustrialisation, c'est-à-dire responsabilisation des consommateurs, mise en place de l'appareil d'État en faveur de la création d'industries, usage de la commande publique et sans doute beaucoup d'autres leviers qui existent, parfois à la frontière du droit européen, mais que nous avons intérêt à activer parce que ça va dans le sens de nos intérêts à long terme. Oui, tout à l'heure ça a été dit sur l'IA d'ailleurs, hein, c'est ce qui vient d'être évoqué sur la commande publique. Et c'est vrai qu'en matière de marché public, on peut probablement faire plus. Il y a un autre Olivier Luancy, qui milite beaucoup là-dessus. Si on faisait le même effort que l'Allemagne en France, parce que l'Allemagne, en matière de commande publique, quand même oriente beaucoup des achats en interne sur les entreprises françaises, on dégagerait quand même quelques milliards nous-mêmes. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, pourquoi aller acheter en dehors de nos propres territoires? C'est vrai qu'on pourrait aussi commencer par là. Olivier, vous êtes dans la réindus depuis toujours, quoi. Donc ce discours sur l'industrie et plus largement la réindustrialisation, en France, il a évolué dans le bon sens ces dernières années, si j'ai bien suivi. Non, mais oui, ça c'est incontestable. Quand on parlait d'industrie en 2007, quand moi j'ai commencé à tremper dans ces sujets, c'était vraiment pas du tout le sujet. Depuis, il y a les États généraux de l'industrie qui ont été lancés par Sarkozy, ça a commencé par là. Ensuite, Olivier Luancy, lui, quand il était avec François Hollande, il a créé le Conseil national de l'industrie. Arnaud Montebourg, le redressement productif. Ce qui a beaucoup aidé, c'est les commissaires au redressement productif en région, qui vraiment essayaient d'accorder tous les services territoriaux. Ça, c'est super important pour la réindustrialisation, que tout le monde s'entende autour d'un projet industriel commun. Depuis, bien sûr, il y a eu aussi la création du Commissariat national à l'investissement, qui est devenu le SGPI, qui est avec le programme France 2030, 52 milliards. C'est pas que pour l'industrie, mais ça a beaucoup aidé, et notamment ça a aidé Vercors. Donc tout ça, c'est vraiment très positif. Mais en fait, ce qui est difficile pour les industriels, c'est sur des petits détails politiques où il y a beaucoup de changements. Je pense sur le véhicule électrique, on passe d'un bonus écologique de 7 000 à 2 000. Mais c'est horrible en fait pour les producteurs de véhicules électriques. On lance plein d'investissements sur le long terme et puis du jour au lendemain, on change de ministre de l'économie et pof, il y a un dispositif de soutien qui flanche. Et ça, c'est vraiment, ça terrorise les industriels. C'est plein de petits trucs comme ça partout qui font que ça tergiverse. Tu disais que le temps long de l'industrie n'était pas le temps court des territoires, mais au niveau national ou européen, c'est pareil. Mais même en Europe, ça a quand même beaucoup changé. Moi, j'ai beaucoup d'espoir avec la nouvelle commission quand même. Là. Et autre sujet, toujours avec vous, Olivier, vous me disiez en préparation qu'il fallait avoir de plus hautes ambitions entrepreneuriales en France.
parce que, et oser prendre notre place sur le marché. Ouais, c'est ça. Quand on a lancé Vercor, on a dit on lance une start-up, on va lever 1,5 milliard, on va créer 1200 emplois. Tout le monde nous riait au nez. On disait, mais vous êtes complètement tarés, là. Et bon, c'était pas faux. Finalement, on est déjà à 1200 emplois, on va créer 2000 emplois, on a levé 3 milliards. Donc moi, je vois beaucoup de projets qui sont plutôt sur des projets où on lance une petite société, on lève quelques millions d'euros, et quand on a 50 personnes et qu'on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est content et on revend aux Américains. Et on fait on touche un gros chèque au passage. Et ça, c'est une approche qui est assez française et je trouve qui nous empêche en fait d'aller loin. Parce que dès qu'on va aux États-Unis, et encore plus quand on va en Chine et qu'on regarde la taille des projets industriels qu'il y a là-bas, forcément, c'est pas seulement une question de compétition, c'est une question d'ambition en fait. Ils n'ont pas les mêmes ambitions que nous. Anna, tout à l'heure, vous avez parlé de l'usine de Neuville. Elle a une petite sœur à Singapour. C'est une usine jumelle. Comme vous avez pu observer ce qui se passe là-bas et pouvoir comparer avec ici l'implantation des deux, justement quel levier, parce que c'est la question, Singapour met en œuvre pour favoriser l'industrie et notamment en termes de compétences et d'emploi. Alors moi j'ai été particulièrement fascinée par ce pays. D'abord par leur politique économique et puis la manière dont ils ont de gérer et de développer leurs compétences. Singapour, c'est un tout petit pays, ça fait 25 km sur 40, et c'est un pays qui n'a pas de ressources naturelles. Donc le seul moyen que Singapour a de se développer et de faire de la croissance, c'est d'attirer des investissements étrangers. Et ces investissements étrangers, ils sont cofinancés par le gouvernement singapourien et conditionnés à de l'emploi en local. Et donc pour revenir sur le projet sur lequel j'ai eu la chance de travailler, donc cette usine on l'a montée dans une zone industrielle qui s'appelle le Biomedical Park, une zone industrielle toute neuve en fait qui a été créée sur une langue de terre qui a été rajoutée à l'ouest du pays en important du sable de Malaisie. Donc sur la mer, donc le pays s'est étendu sur la mer pour créer cette zone industrielle, ce qui fait qu'on a eu quelques moments cocasses au moment du chantier, parce que quand on creusait les fondations à 3 mètres à marée haute, on avait de l'eau de mer dans le chantier, donc c'est quand même assez particulier. Et puis donc cette zone industrielle, elle accueille un certain nombre d'usines flambant neuves, d'autres grosses industries pharma, pas que Sanofi. Et donc c'est la manière qu'ils ont de faire venir de la croissance. Et en parallèle, ils travaillent beaucoup sur leurs compétences. Moi j'étais très impressionnée par le niveau des gens que j'ai rencontrés à Singapour et qu'on a embauchés sur le site. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Comme c'est assez dense, ils ont eu l'occasion, parce que ça n'exige pas de mobilité géographique, de travailler dans beaucoup d'autres entreprises. Donc ils viennent avec beaucoup de benchmarks. C'est des gens qui sont très pragmatiques. Et le gouvernement, toujours dans ce souci de faire monter leurs concitoyens en compétences, favorise un certain nombre de choses. Et par exemple, moi j'avais pas mal de jeunes dans l'équipe qui avaient déjà fait de l'expatriation dans leurs expériences précédentes, ce qui est quand même assez atypique. Et en fait, le gouvernement finançait ces expatriations parce que ça permet à ces jeunes, d'une part, d'aller travailler dans l'usine flagship de la boîte dans laquelle ils sont, mais donc de monter en compétences aussi, et d'apprendre la culture d'entreprise en étant directement au cœur du réacteur. Et donc ensuite, ces gens-là reviennent à Singapour à fort de ça, et donc ils continuent comme ça à le développer économiquement le pays. Donc si vous avez l'opportunité, en fonction de là où vous en êtes dans vos carrières, mais d'avoir une expérience à l'international, je vous invite vraiment à considérer ce pays qui, moi qui m'a vraiment bluffé pour ça. Thomas, Laetitia, le territoire, il doit s'impliquer dans sa propre réindustrialisation et quelles sont les actions qu'il doit mettre en œuvre et les leviers qu'il doit actionner? C'est vrai que les territoires ont un rôle clé à jouer, parce qu'il faut se rappeler que les industriels, leur métier, c'est pas de trouver des sites pour une implantation. Une implantation, c'est un événement assez rare au final dans la vie d'une industrie. Donc ils n'ont pas forcément connaissance de toutes les opportunités sur les territoires, de tous les atouts. Et donc souvent, les territoires les moins attractifs ont ce besoin fondamental de
se faire connaître, de faire connaître leurs atouts, d'aller chercher les entreprises pour leur montrer qu'ils ont tout ce qu'il faut pour une implantation. Ils ont les compétences, ils ont les infrastructures, ils ont les écoles à proximité, ils ont aussi potentiellement aussi des accompagnements financiers qui peuvent être mobilisés. Donc tous ces éléments-là sont importants et donc les développeurs économiques au sein des collectivités ont un rôle clé à jouer main dans la main avec les industriels. Maintenant, ce qu'on doit aussi voir, c'est qu'il y a beaucoup de travaux à faire en local. Et ça passe souvent par le cadre, en fait, le cadre d'implantation, au-delà du projet industriel en tant que tel. Par exemple, j'ai travaillé il n'y a pas longtemps à Montluel, qui a un très bel écosystème industriel. Et ils ont un enjeu, c'est de faire venir des salariés sur site pour travailler dans les zones d'activité. Donc ça passe par un recensement des écoles à proximité. Ça passe aussi par un travail sur la mobilité. Concrètement, les industries qui sont à Montluel emploient beaucoup de salariés qui viennent de Lyon. Le salarié qui vient de Lyon, qui vient en train, parce qu'il y a une liaison TER, en 20 minutes on est à Montluel, il faut qu'il puisse, une fois arrivé, se rendre sur les différentes zones d'activité. Donc il faut aussi travailler sur les routes, travailler sur les liaisons avec les bus, travailler avec le covoiturage également, pour faciliter encore une fois la venue des salariés sur le territoire. Donc on a ces aspects très locaux qu'il faut prendre en compte, ce travail des développeurs économiques pour assurer aussi une certaine attractivité résidentielle, parce que pour avoir encore une fois une industrie qui tourne, il faut des salariés, il faut aussi une offre de logement qui corresponde à leurs besoins. Donc ça se travaille sur le temps long. Il y a le temps long et il y a aussi le temps très court. Et on a parlé justement de l'impact de France Relance, qui a eu un véritable impact sur les industries. Concrètement, l'État a ouvert les vannes. Il y a eu beaucoup de subventions qui ont été accordées et ça a eu un véritable impact. Par exemple, on peut penser aux Ardennes, qui est un territoire avec une industrie, notamment une activité de fonderie qui est historique sur place, qui est très dépendante de l'industrie automobile. Ils ont eu à faire face à un véritable mur de l'investissement pour justement investir, avoir des nouvelles machines, moins énergivores. Et ça demande de la subvention. Et c'est très compliqué aujourd'hui pour des industriels d'aller décrocher justement des prêts avec les banques, de pouvoir faire face à ce mur de l'investissement. Et là, l'État a son rôle à jouer. En débloquant en fait des subventions, on a pu avoir des très beaux projets qui ont émergé. J'en pense à un en particulier, une fonderie, encore une fois dans les Ardennes, qui voulait investir dans des machines pour avoir une plus forte capacité de production qui lui permettait de produire la même chose en 4 jours plutôt que 5 jours. Donc concrètement, ça faisait des économies aussi d'énergie parce qu'on produit en 4 jours à place de 5 et ça permettait aussi à l'industrie de passer à la semaine de 4 jours. Donc là, on est sur un élément important également. Parce qu'on l'a vu, il y a les enjeux de foncier, les enjeux de recrutement, et pouvoir en tant qu'industriel offrir des conditions de travail qui sont attractives, pouvoir proposer la semaine de 4 jours, ça aussi, ça contribue au rayonnement de l'industrie du territoire. Peut-être prendre une minute juste, parce qu'il y avait un exemple sur rebond industriel en Savoie. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que c'était un exemple réussi dans vos mots? Oui, parce qu'en fait, c'était une intervention, encore une fois, coup de poing, sur un temps court, c'était 3 mois. Donc pendant 3 mois, on est sur le terrain, on fait le tour des industries, on essaie de comprendre quels sont leurs projets, quels sont leurs investissements, et en fonction des projets qui sont émis, là on peut débloquer assez rapidement via un formulaire assez simple à remplir, une demande de subvention. Et l'intérêt de ce dispositif, c'était justement de réduire la complexité. Bien souvent, ce qu'on dénonce en France, c'est la complexité des programmes, des appels à manifestation d'intérêt pour toucher des subventions. Là, on était sur une définition assez large de ce qu'était l'innovation, de ce qu'était l'investissement, ce qui a permis aux industriels très rapidement de débloquer ces subventions et donc, comme je disais, de faire face à cet exemple du mur de l'investissement. Merci. Alors, donc on a parlé de pas mal de choses. On a parlé en termes de levier, on a parlé du rôle de l'État, pas mal. On a parlé de la réglementation, on a parlé des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Et donc, dans la dernière partie, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi le rôle possible pour les ingénieurs? Et en fait, moi, j'avais juste envie d'introduire par ça, avant de vous passer la parole, c'est que, en fait, quand je regarde dans mon propre entourage, de mes collègues de promo, j'en ai qui sont dans des fonctions d'État, qui sont pas, qui sont dans l'administration, qui sont dans des fonctions d'État, dans des collectivités, sur des territoires. Il y en a même qui sont élus au niveau national. Il y a aussi, donc, certes, il y en a qui ont créé leur entreprise, etc. Donc, en fait,
il y a ce rôle d'ingénieur qu'il ne faut pas juste cantonner à sa fonction de bureau d'études, parce qu'en fait, au cours de nos carrières, on est amené à faire des tas de choses. Donc, c'est aussi pour ça qu'on en parle là. Bon, voilà, c'était pour aussi expliquer qu'il y a un rôle en tant qu'ingé, mais en tant que citoyen aussi. Quand on vous parle de tout ça, c'est tout ça qui est adressé en même temps. Et Benjamin, puisqu'on parlait de citoyens et de société, la réindustrialisation, est-ce que c'est un changement de modèle de société ? Est-ce que, et justement, est-ce que l'ingénieur doit faire plus ou différemment ? Alors, je ne suis pas ingénieur, mais je suis convaincu, en tout cas, je lis les spécialistes de l'industrie et j'ai l'impression qu'effectivement, les ingénieurs ont un rôle clé à jouer. Ce qu'il faut, je crois, effectivement, c'est le premier truc, c'est de l'ambition. Il faut vraiment que les ingénieurs soient ambitieux par rapport à la question de la réindustrialisation, parce que c'est une question en fait très générale et, je crois, essentielle pour nos sociétés dans les décennies à venir. Et de l'ambition, parce qu'en fait, la réindustrialisation, ça ne va pas être juste le retour des usines qui sont parties au moment des délocalisations, enfin des 50 dernières années. C'est tout un modèle qu'il va falloir réinventer. Il me semble, quand on regarde les données, on vit encore dans le modèle des sociétés héritées des 30 Glorieuses. Au moment des 30 Glorieuses, la grande promesse, et on continue à vivre dans cet imaginaire, c'est qu'à chaque génération, ou disons en l'espace de 20 ou 30 ans, le pouvoir d'achat double. Et le pouvoir d'achat a doublé comme ça pendant très longtemps. Le problème, c'est que nous ne vivons plus dans les 30 Glorieuses. Si on regarde la croissance, entre les tensions géopolitiques, tous les effets du réchauffement climatique et surtout le vieillissement de la population, nous n'allons pas revenir à la croissance des 30 Glorieuses. Si on regarde le rapport Draghi dit que d'ici 2050, le PIB de l'Union européenne sera au même niveau qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une croissance zéro d'ici là, parce qu'à partir de 2040, en Europe, on va perdre 2 millions d'actifs par an. Donc on a un peu de mal à se représenter, mais la question de la croissance est aujourd'hui, je veux dire, très fortement entamée, et il ne faut pas, je veux dire, il n'y a pas vraiment, je crois, de raison objective d'espérer qu'on puisse revenir au modèle des 30 Glorieuses. Quand on regarde la situation de la France, nous avons des déficits extrêmement importants, avec un endettement qui augmente et des déficits publics importants, et en même temps des besoins majeurs d'investissement. Dans la réindustrialisation, bien sûr, dans la défense, dans les services publics qui ne se portent pas très bien, dans la transition écologique, dans les systèmes pour le grand âge, etc. Donc on a énormément de besoins en termes de ressources, et à côté de ça, une croissance qui est très faible, voire stagnante. Clairement, notre modèle de société qui continue à nourrir notre imaginaire va devoir changer. C'est pour ça que j'utilise le mot de sobriété. Mais clairement, il va falloir revoir notre répartition dans notre produit intérieur brut entre ce que nous consacrons à notre consommation et ce que nous consacrons à l'investissement, et notamment l'investissement pour l'avenir. C'est-à-dire, pour revenir à la question de la réindustrialisation, ça veut dire reproduire des produits dans nos pays, avec nos normes environnementales, avec le coût du travail, etc. C'est-à-dire revoir nos modes de consommation, parce que forcément, les produits vont avoir un prix différent. Et donc la question qui se pose, c'est que produire, dans quel but et pourquoi. Et donc ce en quoi il faut être ambitieux, c'est qu'il faut se poser la question de quelle société est-ce que l'on désire édifier à partir de ce levier de la réindustrialisation. Et juste la deuxième chose, en tout cas, deuxième chose, je crois, qui est important pour les ingénieurs. On a dit tout à l'heure que les ingénieurs, c'était le rôle de l'ingénieur était de résoudre des problèmes. C'est de se rendre compte que cette question de la réindustrialisation n'est pas qu'une question technique, même très loin de là. C'est une question politique au sens le plus large du terme. Et une des caractéristiques des problèmes politiques, c'est que justement, ce sont des problèmes en général qui n'ont pas de solution, ou en tout cas pas de solution définitive, univoque et pérenne. C'est toujours il y a souvent des solutions multiples, des solutions partielles dans un contexte donné, des demi-mesures, etc. Et il est très important justement pour les ingénieurs de s'intéresser
aux problèmes politiques, parce que toutes les questions liées à la réindustrialisation touchent de multiples manières les problèmes politiques. S'engager dans la cité. S'engager dans la cité. Olivier, en 1 minute, vous me disiez que les ingénieurs avaient tendance aussi à vouloir sortir un produit parfait et qu'il fallait prendre sa place sur le marché et pas forcément faire du parfait. Oui, c'est ça. Les ingénieurs français ont cette image-là à l'international, c'est qu'on a les meilleurs ingénieurs du monde. Mais c'est pas que moi qui le dis, hein, c'est le CEO de Nvidia qui l'a dit cette semaine à Vivatech. Il dit, vous les Français, vous êtes géniaux, vous faites des super produits, et puis quand vous êtes super content du produit, vous le mettez sur le marché, sauf que c'est trop tard, le marché il est déjà pris. Donc le message, c'est si tu es trop content, si ton produit, tu es tellement content, c'est sans doute qu'en fait, tu as pris trop de temps pour le sortir. Il faut plutôt sortir un produit non parfait, tester, se prendre des bûches, recommencer, remettre un autre produit, etc. Et d'y aller, voilà. Et l'autre message, c'est ce que tu disais aussi, c'est par rapport à l'ambition et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a souvent tendance à contourner les champions mondiaux en sortant des produits de niche et donc d'attaquer des marchés plus petits. Mais le truc, c'est pas comme ça qu'on va faire de la réindustrialisation, parce que quand tu attaques une niche, tu as tendance à rester dans ta niche. Ouais, il faut voir grand. Thomas, c'est un peu la même question, hein, c'est comment faire rayonner l'industrie quand on est ingénieur? J'aime bien l'expression effectivement de s'engager dans la cité. C'est ça aussi, c'est sortir, aller discuter avec les collectivités, réfléchir aux besoins. Encore une fois, on en a parlé, hein, d'attractivité résidentielle, de comprendre aussi quelles sont les infrastructures à développer pour, encore une fois, faciliter l'implantation des unités industrielles, mais aussi faciliter le recrutement. Discuter aussi avec les autres entreprises. C'est important également d'avoir des collaborations inter-industries. Par exemple, ce qui se développe beaucoup en ce moment, c'est l'écologie industrielle territoriale. C'est sur un territoire donné, sur un périmètre assez restreint, voir quelles sont les collaborations potentielles entre deux industries. Un exemple très précis, on a accompagné une entreprise qui, dans son processus de production, utilisait et rejetait de l'eau chauffée à 40 degrés. Et de l'autre côté de la rue, on avait une entreprise qui, elle, avait besoin pour son processus de production d'une eau chauffée à 80 degrés. Et bien là, en fait, en les faisant parler, en dialogue d'ingénieurs, on a pu identifier des solutions pour, encore une fois, avoir une collaboration locale et que les déchets des uns deviennent les produits des autres. Donc on a encore ce besoin d'avoir un dialogue entre l'ingénieur et les collectivités et aussi entre entreprises. Au-delà de ça, il y a un travail à faire au sein même des entreprises pour, encore une fois, renforcer l'attractivité des métiers, pour faciliter le recrutement, qui est quand même un des grands freins aujourd'hui au déploiement industriel. On peut avoir deux entreprises identiques sur le même créneau. Je pense à la Haute-Savoie, on en parlait tout à l'heure, où on avait des entreprises qui faisaient du décolletage industriel, mêmes activités, mêmes clients. C'était de la sous-traitance pour l'automobile. On avait une entreprise qui nous disait « je n'arrive pas à recruter, c'est très très compliqué ». Et la deuxième, sur une zone d'activité juste à côté, qui nous disait « je n'ai aucune difficulté ». Et la différence, en fait, c'était les conditions de travail au sein de l'entreprise, c'était la flexibilité sur les horaires, c'était aussi tout simplement les consignes de sécurité qui étaient mieux respectées, la propreté dans les locaux, et on l'a vu, on l'a visité. Et ça change la donne, parce qu'encore une fois, dans un environnement de marché où il y a une forte concurrence pour attirer les meilleurs talents, et bien les meilleurs talents, ils font leur marché. Ils vont comparer et ils vont là où ce sera le mieux pour travailler. Anna, le mot de la fin sur la même question, c'est quoi les atouts des ingénieurs pour cette réindustrialisation? Alors moi j'ai envie de dire que évidemment nous les ingénieurs on a toute notre place à prendre dans ce sujet de la réindustrialisation. Alors pour moi être ingénieur c'est avoir deux sets de compétences, des compétences techniques, scientifiques, on l'évoquait, hein, la capacité à résoudre des problèmes complexes en utilisant une boîte à outils qu'on nous a enseignée là sur ces bancs ici. D'ailleurs, je reviens avec beaucoup d'émotion ici parce que j'étais là il y a 25 ans. Et puis, il y a aussi tout un set de compétences que je qualifierais plus de soft sur de la capacité à apprendre, de la capacité à analyser, de la capacité à aller mobiliser les compétences dont on a besoin, la capacité à accompagner l'humain qui sont des compétences clés. Et être ingénieur, pour moi, c'est aussi avoir le privilège de choisir sa carrière et son métier en vrai.
parce qu'on peut être à faire une carrière très experte, donc très technique. On peut faire une carrière plus managériale, qu'on parle de management d'équipe, de management de projet. On peut passer de l'un à l'autre. On peut choisir son secteur d'activité. Si je prends mon exemple personnel, ça a été un virage à 180 degrés, mais on a tellement de compétences transposables que c'est tout à fait possible. Et puis on peut être salarié, on peut être entrepreneur, on l'évoquait aussi. Donc voilà, moi je pense qu'on a un rôle clé à jouer dans la réindustrialisation, parce qu'on est capable d'imaginer, concevoir des usines, on est capable de les construire, on est capable de les opérer et on est capable de les diriger. Merci. Donc oui, il faut oser. On a parlé d'ambition, il faut oser. Oser vous engager et vous engager dans les fonctions de décision, oser être élu, ce genre de choses. Parce que moi, je le vois, il faut des gens qui soient capables de parler industrie. Alors les questions, on a 5 minutes, déjà moins. Alors c'est peut-être pour Thomas. Est-ce que les cas concrets? Est-ce que les populations souhaitent réellement voir une usine s'implanter près de chez eux et sont prêts à accepter les nuisances impliquées? Sous-entendu, c'est les territoires, c'est les élus qui veulent de l'industrie. Est-ce que les populations sont d'accord? C'est pas toujours simple. On a vu pas mal de cas de figure où des projets industriels bien avancés ont été abandonnés du fait d'une opposition locale. Et on revient à la question d'avant, ça se prépare en fait. Il y a un véritable besoin de marketing territorial, un besoin aussi de reconnaître ce que peut apporter l'industrie. Donc il y a un travail de promotion à faire effectivement, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de blocages sur l'acceptation locale. Après, encore une fois, ça se prépare sur l'offre d'accueil. On n'implante pas une usine n'importe où. On a des zones d'activité qui peuvent être dédiées à ça pour limiter les contraintes. Et ce travail-là, en fait, encore une fois, c'est une collaboration entre les industries et les collectivités. Les collectivités doivent préparer le terrain pour accueillir les entreprises et faire un travail de promotion. Les industriels, eux aussi, doivent s'évertuer en fait, à avoir des projets qui sont durables, des projets qui créent de l'emploi, des projets qui sont bien ancrés, qui sont en lien avec les autres entreprises qui sont présentes sur le territoire, et des projets qui limitent effectivement les nuisances qui peuvent émerger de la production. Je passe à la question d'après. Ouais. Est-ce que écologie et réindustrialisation ne sont pas antagonistes? Alors il y a parfois, ne sont pas parfois antagonistes. Je pense aux commentaires du PDG de Safran avec la difficulté à implanter de nouvelles usines avec des municipalités écologistes. Alors, qui s'y jette? On ne fera pas de politique. Nous, on a implanté notre centre d'innovation à Grenoble, en pleine zone ZFE, avec Eric Piolle, un maire. Moi, je pense que c'est une mauvaise façon de prendre le sujet. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, l'environnement, c'est notre permis d'opérer. On ne va pas faire les choses de la même manière qu'en Chine. Et en plus, moi, je trouve que ça, c'est notre responsabilité industrielle. Je trouve qu'on fait souvent une erreur en Europe, c'est qu'on se dit, je vais sortir ce produit parce qu'il est souverain, parce qu'il est made in France, parce qu'il répond à des enjeux écologiques, et du coup, je vais le vendre parce que les gens veulent ça. En fait, les gens, ils veulent acheter de la merde au meilleur prix. Et donc, nous, il faut, en termes de compétitivité, c'est notre responsabilité d'industriel de sortir des produits qui sont compétitifs, concurrentiels en termes de smartphone, aussi sexy qu'un Apple ou qu'un Samsung. Et derrière, bien sûr, c'est à nous de mettre de la traçabilité, de savoir où les métaux sont extraits, etc. On ne peut pas mettre ça sur le dos de nos consommateurs, c'est à nous en tant qu'industriels. Et du coup, il faut prendre la question en sens inverse, c'est comment est-ce que la législation plus difficile peut en fait nous aider, et là du coup rentrer dans des objectifs de circularité. Par exemple, la circularité, c'est un vecteur de compétitivité pour la réindustrialisation. Donc quand on change de paradigme, eh bien on trouve d'autres moyens de faire. Si je peux juste ajouter, enfin, effectivement, je veux dire, réussir avec des normes plus contraignantes à innover, disons, trouver des manières d'être tout aussi compétitif, c'est très bien, et je veux dire, c'est à défendre. Je crois quand même qu'au niveau macro, il y a un moment, il va falloir essayer de faire converger les normes qu'on impose à nos producteurs locaux avec les normes qu'on accepte des produits importés. Il y a la même chose pour la question agricole. Effectivement, les agriculteurs ont du mal à comprendre pourquoi
Est-ce qu'on leur met des normes écologiques très importantes, qui se justifient tout à fait pour des enjeux de biodiversité, de réchauffement climatique, etc., qui ont réellement du sens, mais que derrière, nous autorisons l'importation de produits qui ne respectent pas du tout les mêmes normes et qui donc, au niveau global, ont un impact tout à fait négatif. Et bien sûr que si on laisse les consommateurs trancher et avoir le choix, eh bien ça se porte toujours vers les produits en général les moins chers, etc. C'est pour ça qu'il faut revoir à la fois la question de la production, de la consommation, et ça passe nécessairement par une certaine convergence entre ce que l'on impose à l'intérieur et ce que l'on demande à l'extérieur. Eh bien merci, ça sera le mot de la fin. Je vous propose...